Hello, everybody. Okay, I'm going to start. Mr. Michael says, I still have significant challenges and cannot participate in outdoor activities. Miss Tina says, sometimes my thinking is slowed. These are the voices of people living with traumatic brain injury or TBI, one of the predominant causes of death and disability worldwide, with over 18,000 cases annually in Canada. Even decade after injury, those who sustained moderate to severe brain injuries continue to grapple with cognitive and motor problems, thus reducing their social and community participation. To walk in community spaces, it is not just sufficient to be able to walk at faster speeds, but to adjust your speed and posture while accommodating for obstacles and other pedestrians in the environment is also crucial. Um, Sadly, navigating community spaces for people with chronic, moderate to severe TBI is problematic. Uh, in order for us to help them with this project, I aim to understand the specific challenges they face while navigating with a pedestrian or navigating across pedestrian spaces. Thus, I simulated a virtual Montreal metro station, and I invited 14 individuals with chronic, moderate to severe TBI and 14 age-matched healthy controls to our lab. In the virtual metro scene that you would see here, they need to walk straight and avoid collision with a virtual pedestrian. So to understand this task, I show here the walking trajectories of in blue of a healthy participant and in orange for a TBI participant. With the group analysis, we see that the MSTBI group walked markedly slower and kept larger distances from the virtual pedestrian while crossing them. This means that they are being slow, they are being at caution, and they are trying to be safe. These such challenges remain unnoticed, but are key to understand their confidence while navigating community. Further, consistent research has shown that this population also presents problems understanding emotions of others. Thus, my current project aims to explore the specific challenges they face while navigating pedestrians showing different emotions. Overall, my project will lay good understanding for the future rehabilitation interventions to address cognitive and motor problems of this population, and even with virtual reality interventions. Thank you. What if I told you that one of the most important skills for independent living is something most of us often overlook and really think about? The ability to safely circumvent obstacles while walking in the community is crucial for safe community walking. However, this critical skill, which is a challenge for older adults and those with neurological condition, is often overlooked in clinical evaluations due to the challenges of recreating real world conditions in a safe and controlled way. In such context, technologies like VR can help evaluate and train obstacle circumvention. While conventionally, research on human locomotion, specifically obstacle avoidance, has always relied on VR for evaluation, but there's a big catch with VR. It doesn't fully replicate the real world experience as the real world is shut off from our view and it is incapable of embodying all the sensory information available in the real world. It lacks natural physical cues that are crucial for perceiving depth while walking. As a result, distances in VR are often underestimated to as low as 50 to 80%, leading people to clear obstacles by a greater margin than they would in real life. Interestingly, people also tend to walk slower in VR compared to the real environment. So, today I'm proposing a potential solution to these limitations posed by VR, and that is augmented reality. AR or augmented reality is a more recent technology that seamlessly merges the virtual and real worlds, giving you the best of both. Studies
Comparing AR and VR show that AR provides better depth perception, enables more natural body movements, closely resembles the real world, enhances the experience of realism, and allows for greater interaction with the physical environment. These benefits make AR an important alternative for evaluating such locomotor tasks. But guess what? Until now, no research has actually checked the impact of AR on obstacle circumvention. So, through my experiment, I'm trying to answer this unanswered question to estimate the extent to which AR impacts obstacle circumvention strategies compared to VR and real environment in response to a static pedestrian. A repeated measures design will be used. 20 healthy young adults will perform obstacle avoidance tasks while being immersed in all three environments, and the circumvention strategies will be evaluated across the three environments. We expect AR to resemble more than VR in terms of circumvention strategies we use in the real environment scenario. This research has the potential to pave the way for understanding human locomotion through a new lens of reality, which can potentially transform gait evaluation and training methods, bringing back independence in the lives of our older adults and neuropatients. Thank you. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Catherine Perron. Moi, je travaille au Centre d'éthique à Laval. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je suis membre du consortium interdisciplinaire de recherche sur l'aide médicale à mourir. Et il faut savoir, en fait, le STIRAM. Il faut savoir que le STIRAM a été sélectionné là, pour répondre à une question que se pose le ministère de la Santé et des Services sociaux, en fait, pour comprendre le recours à l'aide médicale à mourir des Québécois. Alors, vous voyez ici, c'est une question complexe. Alors, on a une très grande équipe. Le STIRAM est composé de 75 personnes, donc des chercheurs, des cliniciens, des étudiants, des partenaires, mais on a même des chercheurs canadiens et internationaux. Et là, je vais attirer votre attention particulièrement sur les bulles à l'extérieur de notre structure de gouvernance que vous voyez ici. Donc, le ministère a énoncé, là, a identifié plutôt 5 besoins spécifiques de recherche et c'est ça que nous allons étudier en particulier. Donc, une analyse comparée des politiques publiques. Donc, en quoi le Québec se distingue des autres juridictions. Ensuite, le volet sociétal, c'est en quoi le Québec là, se distingue en termes de nation là, en matière d'aide médicale à mourir. Quand on va étudier les caractéristiques personnelles, on étudie plutôt en quoi les personnes qui demandent l'aide médicale à mourir se distinguent de celles qui ne le demandent pas. Quand on étudie l'organisation des soins et des services au Québec, c'est d'étudier vraiment le réseau de la santé, mais aussi plus spécifiquement chacun de nos établissements. Est-ce que l'accès et le recours à l'aide médicale à mourir peut se justifier les distinctions entre les régions à partir de l'organisation des soins et services? Et on voit l'encadrement des demandes anticipées. On sait que ce n'est pas une pratique qui est autorisée encore au Québec, mais c'est ce qui s'en vient. Et on va se tourner, entre autres, vers les Pays-Bas là, pour avoir bénéficié de leur expérience. Bon, pour répondre à de grandes questions comme celle-là, on déploie à la fois des méthodes transversales et des méthodes spécifiques. Donc, parmi les méthodes transversales, ce sont des méthodes qui vont être capables de répondre en partie aux besoins spécifiques, mais on va déployer notamment une synthèse systématique, des entretiens avec des informateurs clés, là, spécialistes de l'aide médicale à mourir, une enquête populationnelle et des groupes de discussion avec les professionnels de l'aide médicale à mourir. Et entre autres, pour les 3 dernières méthodes transversales, on questionnera pas seulement les Québécois, mais aussi les Canadiens, puis 5 juridictions, là, notamment la Californie, l'Oregon, les Pays-Bas. Puis parmi les méthodes spécifiques, j'essaie de déplacer les choses pour moi. Donc, vous voyez, j'ai rapporté les bulles, puis je vous partage là, les méthodes qui seront utilisées, la synthèse réaliste et l'analyse juridique pour l'analyse comparée des politiques. Pour les demandes anticipées, on a encore une analyse juridique, mais aussi une synthèse systématique. Pour le volet sociétal, ben, en fait, on va faire une revue des médias. Quelle est la couverture médiatique qu'on fait de l'aide médicale à mourir et est-ce que ça a une influence sur notre recours à l'aide médicale à mourir? Puis on va aussi faire un forum communautaire pour vraiment aller voir le coût de la population par rapport à toutes les questions. Les caractéristiques personnelles, on va faire des entretiens individuels avec les personnes qui demandent l'aide médicale à mourir, mais aussi des études de cas triadiques avec les proches et les professionnels. On va aussi faire une étude sur dossier pour essayer d'identifier peut-être certains critères de vulnérabilité parmi ces personnes-là. Puis enfin, l'organisation des soins et des services, on va faire une analyse documentaire. Donc, quels sont les outils que chacun des établissements développe en matière d'aide médicale à mourir et un système mapping là, qui est une superposition finalement de tous ces autres
outils-là et de leurs impacts. Alors, c'est peut-être la première fois que vous entendez parler du CIRAM, mais ce n'est certainement pas la dernière. Demeurez informés de toutes nos activités de mobilisation des connaissances qui seront déployées dans les prochaines années. Alors, en mon nom et au nom des membres du CIRAM, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Comme vous le savez, là, probablement, en 2016, l'aide médicale à mourir a été légalisée au Canada. Donc, vous allez voir, là, c'est un peu comme la suite de la présentation de Catherine. Donc, selon le dernier rapport, parmi 16 000 Canadiens qui ont exprimé le souhait d'y recourir, 4 des demandes ont été jugées là, inadmissibles. Or, ces chiffres se basent uniquement sur les demandes d'aide médicale à mourir formulées par écrit. Donc, il est probable que le pourcentage de cas jugés inadmissibles ait été sous-estimé. Et bon, c'est bien beau, là, tous ces chiffres-là, mais qu'est-ce qui se passe, dans le fond, après qu'une personne se fait refuser sa demande d'aide médicale à mourir? Donc, il y a eu plusieurs cas de suicide, ou du moins de tentatives de suicide à la suite de refus des demandes qui ont été rapportées dans les médias, mais aussi là, dans certaines études. Puis, il y a des experts qui soulignent justement la nécessité de mettre en place des ressources pour fournir en fait là, un accompagnement aux personnes dont la demande d'aide médicale à mourir est refusée. Malgré là, les efforts déployés en matière de contrôle des symptômes puis de la prise en charge multidisciplinaire, le désir de mourir peut persister en raison de différentes formes de souffrance. Puis, on note également que les soins palliatifs pourraient ne pas pallier à toutes les souffrances d'un individu et ainsi éliminer là, ce désir de mourir. Donc ça vient soulever des questions sur la manière dont ces personnes vont gérer leur désir persistant là, de mettre fin à leur souffrance. À ce que je sache, il n'y a aucune étude spécifique là, sur les conséquences post-refus d'aide médicale à mourir qui a été menée au Canada. Et il n'existe pas non plus là, aucune norme établie concernant les soins à prodiguer en cas de refus. Et en plus, là, il y a un manque de littérature sur les pratiques pour accompagner les personnes qui ne sont pas éligibles à l'aide médicale à mourir. Donc, sachant que plus de la moitié des demandes jugées inadmissibles au Canada en 2022 proviennent du Québec et que le taux de refus s'élevait à 19 mon projet de thèse va s'intéresser justement au contexte québécois afin de mieux comprendre les refus d'aide médicale à mourir, mais aussi dans une optique de vouloir améliorer les pratiques d'accompagnement en cas de refus des demandes d'aide médicale à mourir. Donc, mon projet de thèse va être en 3 phases. Premièrement, par le biais d'analyse secondaire de données issues d'une enquête pan-canadienne sur les pratiques médicales de fin de vie, je vais tenter d'identifier si les personnes qui ont fait une demande de hâter la mort à leur médecin ont des caractéristiques particulières. Par la suite, à travers des entretiens, je vais tenter de décrire et d'interpréter l'expérience vécue des personnes à qui une demande d'aide médicale à mourir a été refusée. Et puis, par le biais d'une étude Delphi réalisée avec des professionnels de la santé impliqués dans les demandes d'aide médicale à mourir, je vais tenter d'élaborer des priorités d'intervention en situation là, de refus d'aide médicale à mourir. Donc, en espérant pouvoir vous présenter là, les résultats de mon projet de thèse dans un futur rapproché. Merci. Merci pour l'introduction. Donc, comme Jacinthe vous dit, moi, je vous présente une étude que notre équipe de recherche a réalisée sur le rôle des éthiciens cliniques dans la pratique de l'aide médicale à mourir. Donc, depuis la légalisation de ce soin en 2015, les demandes d'AMM sont en augmentation croissante et la pratique s'est également complexifiée, surtout depuis le retrait du critère d'éligibilité de fin de vie. De plus, d'ici juin 2025, les demandes anticipées d'AMM pour personnes atteintes de troubles neurocognitifs devraient arriver au Québec. On sait également que de nombreux enjeux éthiques surviennent en contexte d'AMM, mais malgré ce fait, il n'existe aucune étude empirique sur le rôle des éthiciens dans la mort médicalement assistée. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est comment les éthiciens peuvent soutenir les professionnels impliqués dans l'AMM. Afin d'y répondre, on a utilisé un devis de recherche qualitative exploratoire en réalisant des groupes de discussion avec une diversité de professionnels de la santé et des éthiciens. Un échantillonnage raisonné a été utilisé pour le recrutement, puis une analyse thématique des données a été réalisée. Donc, la quasi-totalité de nos participants
participants nous disent qu'ils voient un rôle pour les éthiciens dans l'AMM. En effet, ils ont identifié 3 rôles spécifiques pour eux, le premier étant le support à la réflexion. Donc ici, les participants rapportaient que la réflexion éthique diffère de celle des professionnels qui ont parfois tendance à réfléchir en silo. Ils qualifiaient la réflexion éthique comme étant transversale et pouvant contribuer à l'appréciation globale d'une situation et une meilleure cohésion au sein des équipes. Donc, pour eux, ce type de support est particulièrement important en cas de désaccord dans les équipes de soins. Le deuxième rôle relève de la formation et de la sensibilisation. Donc, ici, les éthiciens auraient un rôle à jouer au niveau du développement et de la diffusion de formation et informations liées à l'AMM. Les participants nous rapportaient également que ce support est très important en contexte de changement législatif. Et finalement, le dernier rôle s'agit celui d'offrir du support moral. Donc, les participants nous disaient que c'était important d'aller au-delà de la réflexion et de la discussion en accompagnant et soutenant les intervenants sur le terrain, surtout lorsque leurs valeurs personnelles et professionnelles étaient ébranlées. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que même si la majorité de nos participants sont de l'avis qu'on devrait considérer les éthiciens comme des acteurs clés dans l'AMM, leur implication ne devrait pas être forcée ni obligatoire. Ça devrait être selon les besoins des équipes. Les participants ont également identifié des enjeux, des obstacles liés à leur implication, tels qu'une difficulté d'accès, puisqu'on n'est pas beaucoup de réseaux, d'éthiciens dans le réseau. Ensuite, le danger d'instrumentaliser l'éthique, c'est-à-dire contacter l'éthique juste pour avoir leur sceau d'approbation. Et finalement, un danger que les éthiciens adoptent un rôle qui ne relève pas de l'éthique, par exemple un éthicien qui s'improviserait clinicien. Voilà, merci.